Alors, messieurs, dames, je crois que je peux prouver que le Bob Prada n'est pas un vrai. Je crois que j'ai trouvé la preuve. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi et le programme est alléchant, il y a du Booba, du Xavier Dupont-Ligonnès. On va se régaler. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la deuxième partie. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. N'oubliez pas que mon ancien Instagram est mort, hein. Ça fait longtemps maintenant. L'Instagram ouais c'est Mousse. Maintenant c'est sur OK c'est Mousse. Je vous attends nombreuses et nombreux. Messieurs, dames, la France est-elle prête à avoir un président homosexuel? C'est la question qui a été posée au hasard à Gabriel Attal. Est-ce que vous pensez que la France est mûre aujourd'hui pour avoir un président ouvertement homosexuel, voire même un premier homme à l'Élysée? Pourquoi est-ce que j'ai dit cette phrase à l'époque? Parce que je voulais montrer justement que la France était beaucoup plus ouverte et que les Français étaient beaucoup plus ouverts que ce qu'on pensait. Donc la réponse est très directement oui. Bien sûr que les Français, je ne crois pas du tout que ce soit un sujet qui disqualifierait pour être président de la République. Pourquoi est-ce que moi j'ai fait le choix de parler de mon orientation sexuelle plutôt que de la taire ou de la cacher? Parce que je sais que les exemples, c'est aussi important. Il y a encore de l'homophobie en France. Il y a encore des jeunes ou des moins jeunes. Très présent, beaucoup d'agressions, un climat... Bien sûr. Il y a encore des jeunes, des moins jeunes qui n'arrivent pas à assumer leur homosexualité, à le dire à leurs parents, à le dire à leurs collègues, à le dire à leur famille. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, j'ai publié un post sur mon compte Instagram il y a quelques jours sur le sujet avec des exemples et des captures d'écran de messages que j'ai reçus, c'est qu'il y a énormément de gens qui m'ont écrit pour me dire que le fait que j'ai parlé de mon homosexualité les a aidés et leur a donné un déclic pour en parler à leurs proches. Vous pensez que du coup, ça fait bouger les lignes dans la société? En tout cas, ça y contribue, bien sûr. Je pense qu'on a aussi une responsabilité, nous, en la matière, de contribuer à faire bouger les lignes sur ce sujet. J'ai des gens, encore une fois, j'ai publié certains messages, en les anonymisant, bien sûr, mais qui m'ont dit, en fait, voilà, avoir un Premier ministre, une personnalité politique de premier plan qui assume son homosexualité, ça m'a aidé à en parler à ma famille, ça m'a aidé à en parler à des amis ou à des collègues, parce que plus il y a d'exemples dans la société, plus on contribue à montrer qu'en fait, c'est normal, et donc plus ça nous aide et ça nous donne confiance. Ça, c'est quand même... Enfin, oui, c'est quelque chose de très émouvant. On va enchaîner avec le parquet de Paris qui a ouvert une enquête concernant des soupçons d'ingérence israélienne lors des dernières élections municipales. Vous allez voir, l'affaire est folle. Depuis plusieurs semaines, les Insoumis n'en démordent pas. Ils ont été victimes d'une manipulation venue de l'étranger pendant les élections municipales. Et les services français aussi en sont convaincus. Leur enquête mène en Israël. Si vous habitez Marseille, vous avez peut-être vu ces affiches pendant la campagne municipale, un QR code qui renvoyait au blog d'une certaine Sophie. Elle se disait victime d'agression sexuelle de la part du député insoumis et candidat à la municipale, Sébastien Delogu. À Roubaix, ce sont les données personnelles de David Guiraud qui ont été publiées sur le web, où on voit le candidat commander de la drogue. Problème, ils sont faux, c'est ce qu'ont établi les services français qui ont prévenu David Guiraud, Sébastien Delogu à Marseille et François Piquemal à Toulouse qu'ils étaient victimes d'une tentative d'ingérence étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'un acteur à l'étranger essaie de se mêler de nos affaires, de s'immiscer dans les affaires intérieures de la France. Une société privée basée en Israël et qui est spécialisée dans la vente de prestations, d'opérations de déstabilisation. Ce prestataire, il a mis en place un réseau de plusieurs noms de domaine et de comptes sur les réseaux sociaux. Il a visé à en particulier cibler le parti LFI, ainsi que plusieurs de ses candidats. Et cette fois, en analysant les profils des réseaux sociaux, le site web mis en ligne, eh bien les services français ont réussi à remonter jusqu'à une entreprise spécialisée dans ce genre d'opération. Cette entité, elle a un nom, Black Corp. Une entreprise qui se dit conçue pour la guerre moderne de l'information et qui se vante de pouvoir mobiliser plus de 1600 faux profils sur Facebook, Instagram ou TikTok. Et pour ça, elle s'appuie sur d'autres sociétés, dont 2 ont été identifiées, elles sont israéliennes elles aussi, SNI
et Galacticos. On a cherché et on a trouvé une adresse pour l'une d'entre elles. Alors forcément, on a voulu aller leur rendre visite. Sur place, le nom n'apparaît pas sur la porte d'entrée. Il s'agit d'un cabinet d'avocats. Celui que vous cherchez n'est pas là. Il est parti en vacances. Finalement, le patron de Galacticos a dit publiquement qu'il n'avait rien à voir avec l'opération menée en France. Alors qui est vraiment derrière cette opération ? On a posé la question à un journaliste israélien qui a enquêté sur cette histoire. Doing a number of disinformation campaigns or a number of influence campaigns, I'll say, we've never seen this happen within an election. It's probably filled up with people who have experience also from Israel's military, also from Israel's intelligence. But that doesn't mean that they're working for the government. Quite the opposite. Une enquête judiciaire a été ouverte en France pour essayer de comprendre qui se cache derrière cette ingérence. Quant aux services français, ils doivent publier un rapport dans lequel ils détailleront leur enquête. Ce rapport, il est très attendu par la France Insoumise qui espère faire annuler l'élection à Toulouse qui s'est jouée, je vous le rappelle, à 13 000 voix d'écart. Messieurs, dames, Donald Trump ne serait-il pas un des présidents les plus manipulés? Il a un côté Oussama Ammar et Hakim Ben Othman. C'est-à-dire utiliser des informations, les sortir de leur contexte, les poser là, pour faire dire ce que ces informations ne disent pas normalement, quand on a tout le contexte. Vous allez comprendre. Donald Trump serait-il au-dessus de la moyenne intellectuellement? C'est en tout cas ce dont il s'est vanté sur son réseau social, résultat du test à l'appui. Sauf que le test en question n'est pas destiné à mesurer l'intelligence, mais la démence. En réalité, ce n'est pas la première fois que le président américain fait le coup. En 2020, il avait même révélé des détails sur le test dont il se servait pour se vanter. And it was 30 or 35 questions. The first questions are very easy. The last questions are much more difficult. Like a memory question, it's like you'll go person, woman, man, camera, TV. So they say, could you repeat that? La séquence avait fait le tour du monde, devenant un sujet de plaisanterie. Can you help us? Yeah. Can you say person, woman, man, camera, TV? Car le test en question, en voici un exemple, et les questions ne sont pas bien compliquées. Quand bien même cela n'a pas empêché le président de publier un long message sur son réseau social. Les résultats de mon examen médical sont extrêmement bons. J'ai obtenu un score parfait de 30 sur 30, ce qui est considéré comme le signe d'une intelligence extrême. Donald Trump en a profité pour rappeler qu'il avait réussi à 4 reprises parfaitement les tests, qui n'ont jamais été faits par ses prédécesseurs. Mais la répétition de ces examens est préoccupante. D'après le professeur de médecine Jonathan Reiner, interrogé par CNN, la seule raison d'effectuer l'évaluation cognitive de Montréal à 4 reprises en 13 mois serait de présenter des symptômes inquiétants. Once again tested the president with the MoCA test. That's really not that useful when you take it over and over and over again because the questions don't really change that much. Autre possibilité, ce test serait juste un moyen de se vanter, voire de susciter des moqueries du camp adverse pour remobiliser ses troupes autour de sa personne. Est-ce que Mathieu Delormeau va revenir dans l'émission TBT9? C'est la question. On s'en fout en fait, on va pas se mentir, on s'en fout. Mais il y a bien des personnes qui se la posent. Et vous savez, traiter un peu l'actualité, c'est traiter de sujets dont on s'en bat les couilles. C'est le cas. Mais je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter parce que Léa Salamé a posé la question à Mathieu Delormeau. Et forcément, sur le plateau de TBT9, ils en ont parlé. Parce que c'est le talent d'abord. Et Mathieu, je le pense vraiment, c'est un très grand talent. Et je suis très heureux qu'il était avec nous. Après, là pour l'instant, voilà, il n'est pas avec nous en ce moment, parce qu'il y a eu une petite altercation avec un assistant de prod, rien de grave. En plus, ça y est, maintenant, ils sont passés à autre chose. Et ensuite, la promo de son livre. Et donc, Léa Salamé lui a demandé s'il allait revenir. Pas Léa Salamé à dire à Mathieu Delormeau s'il revient ou pas. Ici, bien entendu, il faut qu'il sache un truc, Mathieu. Ici, on est tous fiers d'être là. C'est le premier talk de France. Et je suis heureux pour lui qu'il fasse des talks à 900 000 téléspectateurs. C'est bien pour lui, voilà, et c'est important qu'on le voit partout. Mais ici, c'est le premier talk de France. Et le premier talk de France, il se mérite. Sachez que j'ai tous les jours des demandes pour venir dans TBT9. Et j'ai énormément de monde qui veut venir et revenir. Donc, des gros talents. Donc forcément, à un moment, la table, elle n'est pas extensible. Donc, ce seront les plus motivés qui seront là l'année prochaine. Ce sont ceux qui ont le plus envie de travailler ici. Ce sont ceux qui seront les plus fiers de l'émission. Ce seront ceux qui seront le plus fiers d'être dans le premier talk de France tous les soirs. Et ceux qui seront le plus fiers d'être dans le groupe M6 sur W9. Parce que c'est un grand groupe audiovisuel et qu'on doit défendre tous les jours.
M6, c'est la Coupe du Monde, c'est la Ligue des Champions, c'est L'amour est dans le pré, c'est des divertissements incroyables. Et puis aujourd'hui, M6, c'est premier dans le foot, premier en émission de divertissement, puisque L'amour est dans le pré est la première émission du PAF, on va pas se mentir, mais maintenant loin devant. Maintenant, ce qu'on fait, on voit ce que font les autres. Et c'est le premier talk de France. Donc, on doit être fier d'être dans ce groupe et se battre pour faire partie de l'équipe. Et j'ai énormément de demandes. Aujourd'hui, c'est pas Léa Salamé de dire à Mathieu Delormeau si tu as envie de venir ou pas. Je pense qu'il y a moins de gens qui se battent pour aller chez Léa, que j'aime beaucoup, que chez nous. Donc, nous, on prendra les meilleurs, les plus motivés. Et bien entendu, ceux qui sont fiers d'être ici et ceux qui ont envie de mouiller le maillot. Voilà, vous avez vu, hein, le PSG... avec Kylian Mbappé, ils n'ont rien gagné. Sans Kylian Mbappé, ils ont tout gagné. Donc l'important, c'est de mouiller le maillot et d'être fier de son club. Et ici, on est fier de W9, fier de tout beau, tout neuf. Et donc, on attend de voir déjà si on peut avoir de la place si Mathieu veut revenir. Ce qui n'est pas sûr parce que j'ai énormément de demandes et j'ai énormément de talents qui veulent revenir. Donc forcément, ça va être compliqué de pousser les murs. Donc voilà, donc on verra. Mais pour l'instant, voilà, nous, c'est à nous de voir. Et on va voir comment on va composer l'équipe l'année prochaine. Voilà, et comment on va encore upgrader cette émission, parce que c'est grâce à vous aujourd'hui qu'elle marche aussi bien. D'ailleurs, petit extrait de Mathieu Delormeau sur le plateau de Quelle époque, où il parle de l'abstinence. Qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a sorti de ça, même si vous dites ceux qui sont tombés peuvent retomber à tout moment. Ouais. Mais là, ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris de la drogue? Ça va faire, cet été, ça fera 1 an. Qu'est-ce que le plus dur, c'est pas, pour être très honnête, le plus dur, c'est pas l'arrêt de la cocaïne. C'est, encore une fois, c'est que la cocaïne, c'est la conséquence de quelque chose. Donc, si vous arrêtez, mais que vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous a fait tomber dedans, vous allez replonger. Moi, j'ai fait 3 cures. 3 cures. Ça dure entre 3 et 6 semaines, dans une chambre, enfermée. Mais dès que vous sortez, 24 heures après, vous recommandez. Donc, il a fallu que je trouve un peu le patient zéro, quoi. Qu'est-ce qui fait que j'ai autant d'anxiété et que j'ai besoin du produit? Et comment vous vous reconstruisez? Comment vous vous reconstruisez reconstruisez là aujourd'hui? Comment vous faites pour ne pas retomber? Alors là, je ne prends plus rien. Il n'y a pas d'antidépresseur, il n'y a pas d'anxiolytique, il n'y a pas de drogue. Je fais même un rejet de toute forme de médicaments. Même un Doliprane, je prends un verre d'eau, j'ai un rejet total. Là, vous voyez que vous commencez à être soigné, c'est quand votre cerveau n'associe plus la cocaïne à, on parle de la nourriture, mais à une frustration. Il ne faut pas que j'en prenne, mais c'est bon. Mais que tout d'un coup, voilà, il l'associe à, c'est une horreur. Et là, vous n'êtes plus en train de forcer. Là, on y est. On y est, mais effectivement, ça prend 1 an. Mon psychiatre m'avait dit ça prendra 1 an et j'arrive à l'année et pile. Mais on y est honnêtement depuis 1 mois à peu près. Vous êtes encore fragile. Je pense que je le serai toujours. Vous savez, quand vous êtes en cure, on fait beaucoup de médecine. Donc, ils m'ont fait un IRM du cerveau, un IRM de l'hypophyse, machin. La partie addicte de mon cerveau récompense, comme un chien à table, elle est rouge vif. C'est un monstre qu'on anesthésie, mais que vous aurez toujours en vous. C'est une maladie, hein, et un handicap, mais c'est une maladie. Je serai toujours malade, mais je vais m'arranger pour que la maladie ne réapparaisse pas. Alors, messieurs, dames, Magali Berda continue de faire ses ventes sur TikTok, mais il y a une vraie question que tout le monde se pose, et moi le premier, quand j'ai vu cette vidéo, le premier truc, je me suis dit, mais est-ce que c'est des vrais produits? Alors, je sais qu'elle rachète à des gens, mais ce que je me dis, c'est est-ce qu'elle a les compétences, l'expertise pour être sûre que ce qu'elle vend, c'est du vrai? Peut-être qu'elle pense que c'est du vrai, qu'on lui a fourni des certificats. Parce que, attention, il y a des faux produits avec des vrais certificats. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais par exemple, il y a des Rolex où il y a des certificats avec des vrais numéros de série, etc. Alors que c'est des fausses. Bon, vous voyez ce que je veux dire. En fait, je me dis, est-ce qu'elle pense vendre du vrai sans savoir que c'est du faux? Est-ce qu'elle sait? Enfin, je me pose plein de questions. Là, vous allez voir un Bob Prada. C'est un Bob Prado, hein, je suis désolé. J'ai regardé sur le site, il a pas du tout la même tête. Hein? Un Bob Prada taille L. Je suis désolée, je suis ridicule, je sais pas le mettre. Un Bob Prada en paille, ok? Je lance à 1 €, les amis. Alors, attendez. Je lance à 1 €. 1, 2... Partez les gars, allez, 30 secondes pour le Bob Prada les amis, c'est un taille L, donc ça va à peu près à toutes les tailles. Allez, montez-moi ça, j'ai lancé à 1 €. Si vous voulez participer aux enchères, c'est en bas à droite sur le bouton rouge les amis. On est sur du Prada, regardez, vous avez, c'est la taille L. Allez, montez-moi ça, c'est du Prada les gars. Prada, le Bob Prada, tout en paille, il est super joli. Allez les amis, on monte, je suis chez Prada là. Les gars, on est passé à H&M. Allez, on y va.
On monte. Allez les amis, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On est chez Prada, vous connaissez les prix de Prada les amis. Je vous fais pas un dessin, ça coûte super cher sur le Bob Prada, super joli. C'est l'été en plus, c'est le moment pour y aller. Allez les amis, on est 4200 dans le live. Allez les gars, on monte s'il vous plaît. Il nous reste 9 secondes, on est chez Prada. Eh, ça coûte une fortune Prada, vous savez combien ça coûte ce Bob? Est-ce que vous imaginez une seule seconde combien coûte ce Bob? Combien coûte ce Bob? Combien il coûte ce Bob? Oui, je vous fais un prank, c'est ça. Allez, on continue, je vais même le mettre, comme ça va vous faire rire pour quelque chose. Regardez. J'avoue que j'ai une tête bizarre avec. Ça me va pas. Ça vaut 700 €, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est ça en plus. Hein. Ça vaut combien le Bob Prada, les gars? 700. Il en est à 9, hein. Regardez, il en est à 9. Il est... Ouais, 700, merci les amis. Alors, messieurs, dames, je crois que je peux prouver que le Bob Prada n'est pas un vrai. Je crois que j'ai trouvé la preuve. Je crois. Je vous montre. Alors, celui-ci, c'est celui présenté par Magali Berda. Alors, je suis désolé, on dirait un abat-jour. On dirait pas un Bob... Enfin, t'imagines, tu payes 700 balles et le truc, il tombe comme ça, comme un abat-jour, ça va pas du tout. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'une femme qui a des vrais produits Prada. Vous allez voir, déjà, le Bob, il a pas du tout la même gueule. Alors, regardez déjà la gueule du Bob. Il est juste ici. Déjà, il est bien formé et le haut du Bob est complètement plat. On va voir quand elle le porte. Hop, juste là. Voilà. Donc déjà, ça n'a rien à voir. Ça tombe pas comme un abat-jour. On a le côté Bob un petit peu... comme un Bob classique, quoi, si vous voulez, un petit peu plus large à ce niveau-là. Mais c'est pas tout. Magali Berda aussi nous montre l'étiquette. Sauf que la femme aussi montre l'étiquette et ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Je vous montre. Ça, c'est le vrai Bob. Regardez la taille de l'étiquette par rapport à là. Alors, attendez, c'est qu'une hypothèse, mais j'ai quand même l'impression qu'on a une piste. C'est peut-être une preuve. Bah, je pense pas que les étiquettes soient différentes. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Patrick Bruel, France Info a posé une question intéressante. Pourquoi l'omerta a-t-elle duré aussi longtemps? C'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose. Pourquoi on apprend ça que maintenant? Voici un petit peu les explications. Pourquoi ça sort maintenant? Patrick Bruel a 67 ans et c'est seulement maintenant que des femmes et quelques hommes commencent à parler. Sur cette vingtaine de témoignages, ce qui ressort, c'est, et là je vais les citer, un comportement de toute puissance, hein, je cite, avec les femmes. L'impression d'avoir souvent, pour ces femmes-là, en face d'elles, un prédateur, un homme qui avait un regard extrêmement libidineux sur elles, et puis qui avait eh bien, des gestes déplacés. Donc on a recueilli notamment un témoignage faisant état en 2017, hein, c'est une journaliste qui raconte ça, d'une agression sexuelle sur elle. Elle arrivait à un événement littéraire qu'elle devait couvrir pour un grand journal national. Elle a pris une photo avec le chanteur et il en a profité pour lui mettre une main aux fesses. Et elle s'est dit à ce moment-là, ok, s'il le fait en public devant un tel parterre d'invités, c'est qu'il doit, 1, avoir l'habitude, 2, qu'est-ce que c'est entre 4 murs. Elle ne dit que maintenant, et encore elle le dit sous pseudo, parce qu'elle a encore peur d'être étiquetée peut-être déjà comme victime. Aussi, elle a peur parce qu'elle sait que Patrick Bruel est quelqu'un d'influent. Cette peur d'être reconnue, c'est vraiment ce que j'ai ressenti plus que sur n'importe quelle autre enquête avec les personnes avec qui j'ai pu échanger. Elles sont terrifiées à l'idée qu'il puisse y avoir des conséquences pour elles sur leur carrière, puisqu'elles disent, voilà, Patrick Bruel, c'est quelqu'un qui a le bras long, qui a un réseau extrêmement étendu, aussi bien dans le monde de la musique, du cinéma, des affaires en général, et donc elles ne veulent pas que leur témoignage soit un frein pour leur carrière. Il y a également une jeune femme qui a travaillé sur un festival en 2019 en Occitanie, qui raconte qu'il se baladait nu dans les couloirs, dans les loges, enfin elle me dit très clairement pendant une journée entière, moi j'ai vu son sexe, voilà, toute la journée. Patrick Bruel avait tendance à plutôt, d'après les témoignages encore une fois que j'ai récupérés, viser des jeunes femmes, donc vraiment ça va de très jeunes majeurs à dans la vingtaine, et des personnes qui effectivement n'ont pas le même pouvoir et le même ascendant que lui dans le milieu. Ce qui se savait, ce qui était très clair, c'est qu'il ne fallait pas laisser Patrick Bruel avec 2 jeunes femmes dans des pièces fermées. Donc c'est notamment ce que me raconte la personne qui a travaillé avec lui sur sa tournée, la dernière tournée. Il me dit c'est une consigne qui était actée, c'est pas des on-dit, c'est pas une autre des rumeurs, c'est la production qui nous demandait de ne pas le laisser seul avec des jeunes femmes dans sa loge et de manière générale dans le milieu.
Toutes les femmes qui avaient affaire à lui, en tout cas toutes les femmes avec qui j'ai pu échanger, ont été prévenues avant de le rencontrer. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans les témoignages de femmes qui nous parlent de Patrick Bruel, c'est le regard qu'il posait sur elles. Donc elles racontent vraiment ce truc de... Elles ont chacune leur mot pour le dire, comme s'ils regardaient une glace arriver quand on a très chaud, un regard de prédateur, en tout cas un regard très insistant. Elles racontent que ça les a perturbées parce qu'on sentait qu'ils cherchaient à les... presque à les déstabiliser finalement. On a parlé de Magali Berda, on va parler de son meilleur ennemi, Booba, qui a été condamné à 3 mois de prison pour injure raciale et cyberharcèlement. Et quand on sait qu'il a un procès avec Magali Berda justement pour cyberharcèlement, je suis pas sûr que ça joue pour lui. Le rappeur Booba condamné à 3 mois de prison avec sursis pour injure raciale et cyberharcèlement contre une journaliste. C'était en janvier 2024. Booba s'est attaqué via son compte X à la journaliste de France Info, Lynn Landau, après la publication d'un article qui réfutait la thèse d'un lien entre les vaccins à ARN messager et la maladie de Creutzfeldt-Jakob, caractérisée par une détérioration progressive des capacités cognitives allant jusqu'à la démence. Un article qui allait à l'encontre de la position de Booba. Dans un message posté sur X, il avait proposé à la journaliste un strip poker sans carte autour d'un bon wok de légumes et ce tweet a été le début d'une véritable campagne de harcèlement d'après la journaliste. L'avocate de Lynn Landau a estimé que sa cliente a reçu plusieurs dizaines de milliers de messages de la part des fans de l'artiste, la jetant en pâture à ses 6 millions d'abonnés sur X. Absent de l'audience, Booba a écopé d'une peine de 3 mois de prison avec sursis, de 30 000 € d'amende et d'un stage de sensibilisation à la lutte contre la haine en ligne. Il a également été condamné à 20 000 € d'amende pour injure raciale à l'encontre du chroniqueur Tristan Mendes France pour des messages faisant allusion à son nez, reprise du stéréotype antisémite. L'avocate de Booba a assuré faire appel des 2 condamnations. Le rappeur de 49 ans avait déjà été mis en examen dans 2 autres dossiers de harcèlement en ligne, en 2023 contre Magali Berda et en octobre 2025 contre Demdem, l'ex-femme de Gims. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo sur Oussama Hamar, la 2e partie. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.